Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la pensée esthétique de Rousseau. Cet enregistrement se situe dans le prolongement d'un autre enregistrement consacré à la conception de l'art chez Rousseau et à son absence de dimension morale ou éducatrice. Je vous conseille d'aller voir celle-là d'abord si vous ne l'avez pas vue, même si on peut toujours considérer celle-là de façon séparée. Donc, comme on l'a vu précédemment, Rousseau n'est pas un philosophe des Lumières conventionnelles et il réfute l'idée même selon laquelle le progrès de la science ou des arts entraînerait une amélioration de l'humanité, en particulier au plan moral. Selon Rousseau, l'art ne s'adresse pas à l'être humain, à l'état de nature, mais à sa sensibilité dénaturée par la culture qui a gagné en finesse et en subtilité ce qu'elle a perdu en vertu et en spontanéité. En d'autres termes, l'art ne s'adresse pas à l'être humain qui est en nous, en un sens moral, mais à notre intellect, car l'art est le prolongement de la culture humaine et de son savoir, reposant sur la maîtrise de diverses techniques. Maintenant que Rousseau a isolé l'art de toute dimension éthique, il va le reconsidérer pour lui-même dans sa valeur esthétique. J'en profite pour souligner en passant un contresens qu'il est facile de faire concernant Rousseau. Je l'ai peut-être d'ailleurs déjà évoqué à un moment donné, mais ce n'est pas parce qu'il a l'air de dénigrer le progrès scientifique ou le développement des arts qu'il n'est pas fan de l'art, ou que ce n'était pas lui-même un esthète ainsi qu'un grand amateur d'art. Il était musicien par ailleurs. Ce que Rousseau dénigre, c'est surtout l'idée que l'art devrait être considéré comme ce qu'il y a de plus élevé chez l'homme ou comme propre à favoriser la vertu. On s'imagine souvent, vous savez, que l'éducation, la culture, l'éducation c'est encore autre chose, que la culture ça rend libre, que ça rend plus éclairé, que ça fait de vous des meilleures personnes. Oui, pour Rousseau, pas du tout, c'est absolument pas le domaine de la culture. Donc maintenant que ce point a été correctement clarifié, je vais vous lire un extrait du chapitre 13 de son essai sur l'origine des langues, qui va nous intéresser à présent, et dans lequel Rousseau avance de véritables idées, cette fois-ci concernant la beauté de l'œuvre d'art. On va voir que c'est tout à fait cohérent avec l'idée selon laquelle l'art s'adresse plutôt à notre intelligence avant toute autre chose. Je cite: « Comme les sentiments qu'excite en nous la peinture ne viennent point des couleurs, l'empire que la musique a sur nos âmes n'est point l'ouvrage des sons. De belles couleurs bien nuancées plaisent à la vue, mais ce plaisir est purement de sensation. C'est le dessin, c'est l'imitation qui donne à ces couleurs de la vie et de l'âme. Ce sont les passions qu'elles expriment qui viennent nous affecter. L'intérêt et le sentiment ne viennent point aux couleurs. Les traits d'un tableau touchant nous touchent encore dans une estampe. Ôtez ces traits dans le tableau. Les couleurs ne feront plus rien. La mélodie fait précisément dans la musique ce que fait le dessin dans la peinture. C'est elle qui marque les traits et les figures dont les accords et les sons ne sont que les couleurs. Mais, dira-t-on, la mélodie n'est qu'une succession de sons, sans doute, mais le dessin n'est aussi qu'un arrangement de couleurs. Un orateur se sert d'encre pour tracer ses écrits. Est-ce à dire que l'encre soit une liqueur fort éloquente ? Supposez un pays où l'on n'aurait aucune idée du dessin, mais où beaucoup de gens passant leur vie à combiner, mêler, nuer des couleurs, croiraient exceller en peinture. Ces gens-là raisonneraient de la nôtre, précisément, comme nous raisonnons de la musique des Grecs. Quand on leur parlerait de l'émotion que nous causent de beaux tableaux et du charme, de s'attendrir devant un sujet pathétique, leurs savants approfondiraient aussitôt la matière, compareraient leurs couleurs aux nôtres, examineraient si notre vert est plus tendre ou notre rouge plus éclatant. Ils chercheraient quels accords de couleurs peuvent faire pleurer, quels autres peuvent mettre en colère. Les burettes de ce pays-là rassembleraient sur des guenilles quelques lambeaux défigurés de nos tableaux, puis on se demanderait avec surprise ce qu'il y a de si merveilleux dans ce coloris. » Fin de citation. Ici, Rousseau met sur un même plan deux arts, la musique et l'art pictural, car ces deux arts utilisent des qualités sensibles qui s'adressent de prime abord à nos organes des sens, l'ouïe pour la musique, car celle-ci repose sur des sons, la vue pour la peinture, car celle-ci repose sur des couleurs. De la même façon
que de belles notes bien jouées, mais dans n'importe quel ordre ou sans souci particulier de cohérence, ne suffisent pas à faire naître en nous des sentiments esthétiques, une peinture, qui ne se soucierait pas du détail ou de la précision de ses contours, ne parviendrait pas à nous toucher réellement. Pour illustrer la thèse de Rousseau, j'ai choisi de rapprocher deux tableaux que vous pouvez observer ici en guise d'illustration, le champ de blé au corbeau du peintre Van Gogh à gauche et un dessin préparatoire du célèbre peintre Raphaël à droite. Évidemment, ces deux artistes sont issus de courants picturaux très différents ainsi que d'époques assez éloignées, mais la comparaison est légitime car elle permet d'illustrer une querelle classique en art qui a été particulièrement importante vers la fin du XVIIe siècle en France. Il s'agit de la querelle du coloris qui opposait d'un côté les poussinistes et de l'autre les rubénistes. Pour résumer, les poussinistes considéraient que la forme d'un tableau basé sur le dessin était ce qu'il fallait privilégier et mettre en valeur, tandis que les rubénistes, au contraire, considéraient que la force et la beauté exprimées par un tableau provenaient des couleurs. Il fallait donc bien travailler la couleur pour s'assurer que celle-ci amène de vives émotions chez celui qui contemple le tableau. Rousseau n'évoque pas cette querelle dans le texte, mais on comprend en le lisant ici qu'il aurait sans doute un parti pris en faveur des poussinistes pour lesquels le plaisir esthétique est avant tout formel et repose sur la beauté des traits qui apparaissent dans un tableau. La capacité qu'une œuvre d'art a à nous toucher viendrait, selon Rousseau, de sa dimension évocatrice. Une œuvre d'art qui se refuse à faire apparaître clairement les traits de son objet serait peut-être agréable au sens, certes, mais elle ne serait pas belle en un sens esthétique pour autant. Si on regarde les deux exemples d'œuvres d'art que j'ai pris ici, on peut voir que les corbeaux du tableau de Van Gogh, qui en tant que peintre du 19e s'inspire du courant impressionniste, sont à peine identifiables et sont réduits à des traits noirs, tandis que les traits jaunes du bas évoquent le blé présent dans les champs. On croit également deviner au milieu un chemin légèrement verdoyant passant à travers le champ. Le tout donne également une légère impression de mouvement qui est le propre du génie de Van Gogh. Eh bien, si on applique ici le critère rousseauiste du beau, c'est le dessin qui ressemble plus à une simple ébauche du peintre Raphaël, à droite là, qui serait supérieur en termes d'émotions véhiculées au niveau esthétique, car le personnage dessiné, même s'il lui manque la couleur et même si l'on ignore ce qu'il a cherché à représenter exactement, on parle quand même d'une œuvre d'art inaboutie, c'est plus un dessin préparatoire comme je l'ai indiqué, eh ben, pour Rousseau, ça posséderait tout de même une certaine expressivité au niveau du visage. Si on regarde bien, on y décèle des émotions de peur ou de colère. En tout cas, ça peut être sujet à interprétation, mais on peut se faire une idée vraiment précise de ce qu'on est en train de regarder. Voyez ? En tout cas, on est touché par ce que l'on peut déjà identifier et deviner du dessin du peintre Raphaël. Il n'est pas forcément si évident que ça de deviner à quoi on a affaire quand on regarde le tableau de Van Gogh si on ignore le titre. On peut le deviner, c'est pas mission impossible, mais très franchement, c'est pas si évident. On pourrait donc davantage rapprocher Rousseau d'un poussiniste qui dirait que ce qui compte en art, c'est la forme, voire la mise en forme, et qui favorise celle-ci par rapport aux qualités sensibles en elles-mêmes qui composent l'œuvre. Il ne faut toutefois pas caricaturer Rousseau, qui demeure en réalité assez subtil et qui anticipe déjà d'une certaine façon une distinction que fera par exemple Kant entre le beau et le joli. Bien sûr qu'un tableau comme celui de Van Gogh n'est pas nécessairement désagréable à regarder, et bien sûr que l'on est en droit d'aimer une œuvre d'art qui fera avant tout appel à l'exercice de nos sens plus qu'à une faculté de compréhension véhiculée par la précision du trait. Cependant, ce plaisir est de l'ordre du joli, pourrait-on dire, ou en tout cas c'est une appréciation qui demeure de l'ordre des sens et non pas de l'âme, car Rousseau, dans ce texte, distingue ici deux sources relatives à notre sensibilité. D'une part, il y a une sensibilité propre à la qualité qui compose l'art, la qualité sensible, et qui demeure du côté de la sensation. On apprécie plus ou moins telle ou telle couleur,
ou tel son par exemple, et il y a bel et bien des sons qui sont agréables à entendre en eux-mêmes, ainsi que des couleurs agréables en elles-mêmes à regarder. Hein. On va avoir plus de plaisir à contempler un bleu azur plutôt qu'un vert kaki, par exemple. Et justement, donc Rousseau distingue ça d'une beauté qui résulte de la forme, ou plutôt de la mise en forme, résultant d'une œuvre d'art. La forme s'adresse à l'âme, c'est notre esprit qui la saisit. Donc selon Rousseau, c'est l'âme qui est touchée en art, car une œuvre n'a de valeur esthétique que si elle résulte d'un processus de mise en forme des qualités, sons, couleurs, qui composent l'œuvre. Une œuvre prenant la forme d'une esquisse ou d'un dessin non coloré plairait donc davantage qu'un ensemble de couleurs sans aucun contour ni aucune forme. C'est le sens de la dernière partie du texte que j'ai cité auparavant. Pour Rousseau, les personnes qui ne seraient émues que par les notes jolies ou les beaux sons viendraient tout bonnement d'un autre pays que le nôtre. Leur goût serait strictement lié au plaisir des sens et non pas à la forme de l'œuvre qui lui confère toute sa profondeur et son émotion. Hein, ces étrangers n'auraient pas la culture que nous avons, justement, qui nous fait apprécier la forme que prend l'œuvre d'art. Eux, ils confondraient justement le plaisir esthétique qui est lié à la forme au simple plaisir des sens lié au caractère agréable des qualités qui composent d'ordinaire une œuvre d'art. Voyez ? De fait, l'art qui donne lieu à des produits culturels sont le prolongement du savoir humain et s'adresse à son âme, qui lui permet d'apprécier la finesse et la précision des traits représentant de façon réaliste ou bien ordonnée une chose. Faire de l'art, ce n'est donc pas tant peaufiner la qualité physique des sons, des couleurs ou même des mots que l'on utilise, c'est leur donner de la consistance et leur mise en forme, leur agencement est ce qui leur confère leur beauté. Même si la perfection du son et de la couleur sont bien évidemment agréables, ils ne véhiculent des émotions esthétiques que s'ils sont assemblés au sein d'une forme parfaitement cohérente par l'artiste. Le grand peintre fait apparaître clairement, de manière ordonnée et délimitée, les couleurs qu'il donne à voir à celui qui contemple son tableau, tout comme le grand musicien veille à former avec le son qu'il a particulièrement travaillé une suite de notes formant une belle pièce musicale propre à toucher l'âme et pas seulement flatter nos oreilles. Par conséquent, faut-il en déduire que la sensibilité artistique n'est pas réellement de l'ordre du sensible, mais plutôt de l'intellect avant toute chose, car c'est là où on en arrive avec Rousseau. Peut-on considérer que c'est par une forme d'intellect très développée et d'une attention toute particulière à la forme qu'un artiste peut produire une belle œuvre d'art ? C'est ce point que nous interrogerons de nouveau prochainement en développant une autre théorie esthétique qui fera davantage la part belle à la dimension affective et sensible par laquelle nous sommes touchés quand il s'agit d'art. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles réflexions esthétiques ou tout simplement philosophiques. À très bientôt!